Les podcasts du droit des éditions Francis Lefebvre. On parle d'empêchement lorsqu'un dirigeant d'entreprise décède ou se trouve frappé par une situation d'invalidité physique ou d'incapacité mentale, le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Lorsque le dirigeant est empêché, la gestion de l'entreprise est fragilisée et, parfois, sa pérennité peut être menacée. L'anticipation des situations d'empêchement du dirigeant fait partie intégrante d'une bonne gouvernance. La crise sanitaire rappelle, hélas, qu'il ne s'agit pas que d'un scénario théorique. Une prise de conscience des dirigeants sur ce sujet semble donc cruciale. Cette anticipation permet non seulement de protéger la société, son personnel, son savoir-faire et ses actifs, mais également le patrimoine du dirigeant lui-même et celui de ses héritiers. Mais alors, quelles sont les mesures préventives que le dirigeant peut mettre en place pour protéger son entreprise dans ce type de situation, et que faire si rien n'a été prévu ? Pour aborder ces questions avec moi aujourd'hui, Laurent Julienne, avocat associé et co-managing partner du cabinet Lerins et BCW. Bonjour Laurent. Bonjour Angeline. Votre cabinet est spécialisé notamment en fusion-acquisition, financement et private equity. Et en qualité d'avocat, vous assistez des entreprises dans lesquelles du jour au lendemain, le dirigeant ne peut plus être en mesure d'assurer ses fonctions en raison d'un accident de la vie, que ce soit une maladie, un accident ou un décès. On parle alors d'empêchement. Oui, tout à fait. Les situations d'empêchement telles que l'invalidité physique, l'atteinte des facultés mentales ou encore la disparition du dirigeant ont chacune leurs particularités et naturellement ont chacune leurs conséquences juridiques. En effet, ces situations peuvent porter atteinte aux facultés mentales du dirigeant selon des degrés de gravité divers, ainsi qu'à la faculté tout simplement pour un dirigeant d'exprimer sa volonté. On pense naturellement à des cas récents, mais cette impossibilité pour une personne d'exprimer sa volonté, ce ne sont pas forcément des cas isolés. On estime à plusieurs centaines de personnes, des gens qui ne peuvent plus exprimer leur volonté, tout en n'étant pas déclarés décédés. Naturellement, dans chacun de ces cas, le droit envisage d'une part des mesures de protection, telles que des mesures de tutelle, ce sont les mesures auxquelles on pense le plus souvent, mais également le droit prévoit de manière très directe, très automatique, l'impossibilité légale d'exercer son mandat social. Et c'est le cas en particulier pour un dirigeant sous tutelle dans les sociétés anonymes. Or, le droit prend pour hypothèse générale, et c'est bien normal, que ces acteurs, c'est-à-dire les animateurs des sociétés commerciales, sont en pleine possession de leurs moyens. Alors certes, ils fixent des cadres généraux ou proposent des outils en cas d'accident de la vie frappant un dirigeant, mais ils n'aménagent pas dans le détail, et pour chaque scénario, ce qu'il doit se passer dans les sociétés. C'est donc finalement à chaque société, à chaque dirigeant, d'anticiper les mesures à prendre en fonction de sa configuration propre, son actionnariat, l'organisation de sa gouvernance, la personnalité aussi du dirigeant. Et donc la difficulté est d'assurer le bon fonctionnement de la société malgré des perturbations par définition violentes qui atteignent le dirigeant et donc par ricochet la société avec naturellement des dégâts potentiellement collatéraux qui concernent l'emploi, qui concernent le savoir-faire, qui concernent les équipes, puisque qu'est-ce qu'il y a de plus perturbant que de voir le dirigeant de la société dans laquelle on travaille empêché pour une durée plus ou moins longue si ce n'est définitive. Comment gère-t-on ce type de situation ? Les situations sont particulièrement diverses, assez techniques pour rien vous cacher, et donc il y a une multitude de cas. Mais ce qu'on peut faire peut-être, c'est envisager deux cas. Et le premier cas pourrait être par exemple celui d'une dirigeante, actionnaire majoritaire d'une société par action simplifiée, d'une SAS, qui décède et qui laisse derrière elle des enfants, dont certains mineurs. Quel est alors l'enjeu pour la gouvernance de l'entreprise ? Bien, l'enjeu, c'est bien sûr de procéder à une nomination rapide d'un nouveau dirigeant compétent. Et en fait, il faut bien décomposer les différentes phases, pour pas dire les différents obstacles qui vont se présenter. D'abord, en l'absence d'une dirigeante, compte tenu de sa disparition, qui, pour convoquer l'Assemblée générale, qui sera compétente pour nommer un ou une nouvelle dirigeante. Deuxièmement, compte tenu de la disparition de l'actionnaire majoritaire, comment s'assurer qu'on va atteindre le quorum légal ou statutaire et aussi une majorité pour tenir cette assemblée générale et adopter valablement une décision, une résolution. Et puis enfin, ce n'est pas le moindre des sujets, qui choisir comme nouveau dirigeant. Et comment répondre à ces problématiques ? Si on prend le cas de la SAS,
Et pour ce qui concerne la convocation de l'Assemblée générale, qui est la première étape qu'on évoquait à l'instant, la plupart du temps, dans les SAS, donc, c'est le président qui est compétent pour convoquer. Si le président n'est plus là pour le faire et que les statuts n'ont pas prévu d'alternative, alors une alternative, ça peut être une autre personne visée expressément dans les statuts pour convoquer, ça peut être également un groupe d'actionnaires pour lequel les statuts disent si jamais ce groupe d'actionnaires réunit un seuil minimum de détention dans le capital, ce groupe d'actionnaires peut convoquer. Donc si jamais les statuts n'ont pas prévu ce type d'alternative, il convient forcément de saisir le tribunal de commerce compétent pour obtenir la désignation d'un mandataire de justice qui sera chargé de convoquer l'Assemblée générale. Donc tout de suite, on rentre dans une logique assez lourde. Et puis surtout, c'est lourd, c'est complexe, ça peut prendre plusieurs semaines. Les proches du dirigeant ou de la dirigeante défunte, dans un contexte émotionnellement compliqué, ont souvent d'autres choses à faire. Et finalement, c'est la société qui en pâtit, les employés, le savoir-faire, et puis quelque part la pérennité de la société. Donc il s'agit finalement d'une approche forcément judiciaire, un peu complexe, et qui n'est pas forcément en phase avec le rythme beaucoup plus rapide des affaires. Et donc, quelles sont les mesures d'anticipation que le dirigeant peut mettre en place ? D'abord, de manière assez simple, on peut envisager de prévoir dans les statuts qu'un organe compétent autre que le dirigeant ou la dirigeante peut convoquer l'Assemblée générale en cas d'indisponibilité du président. Et là, dans notre cas précis, en cas de disparition du président. Par exemple, on peut prévoir qu'un actionnaire ou un groupe d'actionnaires qui détient au moins X% du capital peut convoquer l'Assemblée générale. Une deuxième solution, qui d'ailleurs peut s'articuler avec la première, avec l'aménagement des statuts, c'est de prévoir qu'une personne se voit confier un mandat à effet posthume par le dirigeant, de son vivant naturellement, à raison des titres qu'elle détient, et que ce mandataire pourra être habilité à prendre la suite dans l'administration des titres du dirigeant actionnaire défunt pour notamment impulser la convocation de l'Assemblée générale. Alors, techniquement, cela ne se fait pas forcément de manière aussi simple parce que tant que la succession n'a pas été acceptée, un mandataire à effet posthume ne peut prendre que des mesures d'administration provisoires, mais s'il convainc le juge que pour la sauvegarde du patrimoine et des biens du dirigeant défunt, il convient de convoquer une assemblée générale pour pouvoir nommer un dirigeant. Il sera fait droit à sa demande et ce qui permettra donc à ce mandataire à effet posthume d'impulser la désignation d'un nouveau dirigeant. Alors, naturellement, ces mécanismes nécessitent d'être intégrés dans les statuts pour qu'on ait une bonne articulation entre cette faculté de désigner un mandataire à effet posthume, la faculté pour ce mandataire d'impulser la convocation d'une assemblée générale et naturellement d'impulser le choix de ce dirigeant, et même si probablement il faudra également référer au juge. Mais au moins, le fait de le mettre dans les statuts, ça sert de vade-mecum aux autres associés, aux autres personnes qui travaillent dans la société pour connaître la feuille de route à suivre dans ce type d'événement tragique. Et l'avantage de tout cela, naturellement, c'est d'aboutir plus rapidement à la convocation d'une assemblée générale. Une fois l'Assemblée générale convoquée, que se passe-t-il si le dirigeant défunt était actionnaire majoritaire de la société ? Alors là, naturellement, on se retrouve confronté à une difficulté potentielle de quorum et de majorité. Ce qui se passe en pratique, c'est que les enfants, qu'ils soient mineurs ou majeurs, héritent des actions du dirigeant défunt. Et pour les enfants mineurs, ça sera le représentant légal des mineurs qui participera à l'Assemblée générale et donc pourra prendre toute décision utile. Néanmoins, comme je l'indiquais tout à l'heure, on a quelques difficultés techniques puisque tant que la succession n'est pas acceptée, les héritiers sont en indivision et donc ce type de décision nécessite une majorité des 2/3 des indivisaires. Donc c'est forcément assez complexe et en plus les actes d'administration, notamment à titre provisoire tels que la désignation d'un nouveau dirigeant, pourront nécessiter l'accord du juge compétent et c'est le juge en fait du contentieux et de la protection. Pour prévenir ce type de difficulté, le mandataire à effet posthume quelque part peut rassembler entre ses mains les titres du dirigeant actionnaire défunt, de sorte qu'on sera moins confronté à cette difficulté éventuelle de devoir réunir les 2/3 des indivisaires. C'est-à-dire que le mandataire à effet posthume pourra prendre de lui-même l'initiative de voter pour l'ensemble en fait des titres, et quand bien même ils ont vocation à un moment donné à arriver dans le patrimoine des héritiers. Et donc il pourra voter en assemblée générale dès que cela sera possible, et en l'occurrence dès que le juge en sera d'accord, en vue de la désignation
d'un nouveau dirigeant. Alors les avantages de cela, c'est toujours la même chose finalement, c'est de faciliter le remplacement du dirigeant, d'aller plus rapidement et finalement d'assurer, de garantir une meilleure continuité de la société, de son fonctionnement. Mais est-ce que le dirigeant défunt peut influer sur le choix du dirigeant qui lui succédera ? Alors ça, c'est une question absolument centrale. Lorsque on n'a pas de mandat à effet posthume, par définition, l'Assemblée générale qui doit nommer un nouveau dirigeant est souveraine. Ça veut dire qu'elle peut décider, même si le défunt avait laissé quelques indications, quelques dispositions, en fait, les héritiers ne sont pas tenus de suivre cela. Et donc, quelque part, c'est vrai qu'il y a un aléa sur la manière dont la succession va se faire. Et d'autant que, et c'est ça aussi une source de risque, c'est que les héritiers, alors je pense aux enfants mineurs, mais tels que représentés par leur représentant légal, donc souvent l'autre parent, n'ont pas forcément la compétence, le savoir-faire, et puis surtout dans ce type de contexte, la disponibilité d'esprit, le recul pour pouvoir désigner, choisir la bonne personne. Donc là, également, le fait d'avoir un mandataire à effet posthume peut permettre aux dirigeants défunts à l'avance d'orienter le choix d'un nouveau dirigeant. Alors, soit le mandataire peut impulser la désignation d'un mandataire selon son propre choix, mais il aura été désigné à la base compte tenu de la confiance qu'avait en lui le dirigeant défunt et aussi, bien sûr, compte tenu de sa compétence. Soit le dirigeant défunt directement dans le mandat peut préorienter en fait le choix du nouveau dirigeant. Et naturellement, le mandataire sera tenu de suivre cette direction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, le mandat à effet posthume permet d'assurer une application plus stricte des demandes exprimées naturellement à l'avance par le dirigeant que si jamais on n'avait pas de mandat à effet posthume. Quel autre cas peut-on rencontrer dans la vie des entreprises ? Alors il y a un autre cas qu'il convient d'envisager, qu'on rencontre dans la vie des affaires, hélas, c'est le cas où un dirigeant actionnaire, prenons le cas d'une SAS, et qui est victime d'un grave accident et qui le place dans l'impossibilité totale d'exprimer sa volonté. Donc il n'est pas décédé, mais il ne peut plus exprimer sa volonté. Dans ce cas, le dirigeant a vocation à être placé sous tutelle puisqu'en fait il ne peut plus prendre de décision. Il a besoin d'une assistance même pour assurer sa survie. Et cette demande est faite en général par l'entourage direct du dirigeant et qui va présenter cette demande au juge du contentieux et de la protection s'appuyant sur un certificat médical qui doit répondre à un certain nombre de conditions prévues par les textes. Alors cette procédure de demande de mise sous tutelle peut prendre plusieurs mois et naturellement pendant cette période de plusieurs mois, à nouveau, on se retrouve face à une situation d'incertitude pour la société qui par définition n'est plus pilotée. Et puis l'autre point qu'il faut avoir en tête sur cette mise sous tutelle, c'est que légalement, et ça les textes le prévoient expressément, légalement un dirigeant mis sous tutelle est automatiquement démis de ses fonctions au sein de la société. Quelles sont les conséquences pour la gouvernance de l'entreprise ? Première conséquence, pas de pilotage de la société pendant tout le temps de la procédure de la mise sous tutelle. Et puis, une fois mis sous tutelle, le dirigeant perd automatiquement ses pouvoirs de direction au sein de la société. Donc il faut anticiper ce temps de non-pilotage et puis après naturellement le moment à partir duquel la tutelle sera mise en place où on aura de fait plus de dirigeants. Là également, le droit positif nous donne un outil qui est le mandat de protection future et qui permet au dirigeant, s'il en prend la décision avant ce type d'événement, d'empêchement, le dirigeant peut donc confier à une personne de confiance l'administration des titres si jamais il venait à être dans l'un des cas prévus par le mandat de protection future et notamment un cas d'incapacité l'empêchant totalement d'exercer ses fonctions de dirigeant. Et donc, dans le cadre de ce mandat, le mandataire assure la protection des intérêts patrimoniaux du dirigeant. Et donc, dans la protection des intérêts patrimoniaux, il y a l'administration des titres. La mise en œuvre du mandat de protection future est assez rapide, puisqu'il suffit qu'un médecin judiciairement agréé constate l'incapacité du dirigeant et ensuite le mandataire dépose au greffe du tribunal de grande instance le mandat ainsi que les certificats médicaux du médecin ainsi établi. Et à ce moment-là, automatiquement, le mandat entre en vigueur. Et dès que ce mandat est déposé avec le certificat médical, et sans même attendre en fait la décision de mise sous tutelle, le mandataire peut immédiatement faire ce qu'il convient de faire dans le cadre de ce mandat pour administrer les titres. Dans cette situation, qui pourra alors convoquer l'AG ?
Alors dans une SAS, c'est toujours la même chose. L'organe compétent pour convoquer une assemblée générale, c'est la plupart du temps le dirigeant, le président en l'occurrence. Et si on n'a pas de mandat de protection future, c'est le tuteur, et dès qu'il sera désigné et qui administre les biens, qui sera susceptible d'impulser la convocation de l'assemblée générale, à condition que les statuts donnent la faculté à un actionnaire détenant un certain niveau de participation. Là, en l'occurrence, en fait, les titres qui seront administrés par le tuteur et qui seront ceux en fait du dirigeant. Donc, à condition que les statuts prévoient ce type de convocation. Parce que le tuteur, rappelons-le, n'est pas président. Il est simplement administrateur des titres du dirigeant actionnaire qui est empêché. D'ailleurs, le tuteur est souvent un membre de la famille. Simplement, le tuteur va se retrouver face aux mêmes difficultés que celles qu'on visait tout à l'heure, à savoir, est-ce qu'il a la compétence, est-ce qu'il est familier avec des sujets de gestion de la société, avec des sujets de recrutement et de désignation d'un nouveau dirigeant. Quelles sont les mesures préventives que le dirigeant peut mettre en place pour éviter une telle situation ? Dans le cadre d'un mandat de protection future, et c'est là tout l'intérêt de ce type d'outil, le mandataire peut convoquer l'Assemblée générale si les statuts lui en donnent le droit. C'est toujours cette question de est-ce que les statuts prévoient qu'un actionnaire ou un groupe d'actionnaires détenant toujours X% du capital peut convoquer l'Assemblée générale. D'où, je me permets de le rappeler, l'importance de toujours articuler un mandat de protection future ou un mandat à effet posthume, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec les statuts. Si jamais on n'a pas ce type de disposition statutaire, il appartient à ce moment-là au mandataire de saisir le tribunal compétent afin de faire nommer un mandataire de justice qui sera lui chargé de convoquer l'Assemblée générale. Une fois l'AG convoquée, comment celle-ci se déroule-t-elle ? Toujours la même chose, bien vérifier qu'on est en mesure de respecter les conditions de quorum et de majorité définies par les statuts. Si on n'a pas de mandat de protection future, c'est le tuteur qui représente le dirigeant en qualité d'actionnaire qui va voter ou plutôt approuver la résolution en vue de la désignation d'un nouveau dirigeant. Mais simplement, voilà, toujours la même question, est-ce que le tuteur aura la compétence, est-ce qu'il nommera la bonne personne ? Point d'interrogation. Et donc pour éviter ce type de situation et surtout pour permettre en fait aux dirigeants d'anticiper cette situation, le mandataire de protection future pourra plus facilement suivre les indications, les recommandations du dirigeant empêché, si cela a été stipulé dans le mandat, et donc voter en assemblée générale la nomination d'un nouveau dirigeant selon les orientations fixées par le mandat de protection future. L'avantage naturellement de tout cela, c'est toujours le même, c'est d'assurer plus rapidement la continuité de la société et pour que ces perturbations qui affectent le dirigeant ne créent pas un déphasage trop important avec le rythme des affaires qui s'accélère comme on le sait. Et de nouveau, qui va choisir le nouveau dirigeant ? C'est en principe, si jamais on est en présence d'un mandat de protection future, le dirigeant, s'il est bien conseillé, mettra un certain nombre d'indications dans le mandat, soit sur la personne, soit sur le profil, ou peut-être confiera tout simplement au mandataire la liberté de choisir le dirigeant. Et souvent, naturellement, comme le mandataire est une personne de confiance, il y a tout lieu de penser que les choses seront bien faites. Et si on n'est pas en présence d'un mandat de protection future, ce sera au tuteur d'influer par le biais de l'administration des titres du dirigeant, d'influer donc sur la désignation d'un nouveau dirigeant en assemblée générale, mais avec l'aléa qu'on évoquait tout à l'heure. Donc le mandat à effet posthume, et c'est vraiment ça ce qu'il faut retenir, permet d'organiser de manière finalement beaucoup plus fidèle la suite de la gouvernance de la société et en étant donc fidèle aux prescriptions laissées par le dirigeant dans le mandat. Plus globalement, et à titre préventif, quelles sont donc les mesures qui peuvent être mises en place pour anticiper un accident de la vie touchant le dirigeant ? Je rappelle donc naturellement mandat à effet posthume, mandat de protection future. Je pense qu'il faut prévoir les deux outils selon les situations auxquelles on peut faire face. Et d'ailleurs, les mandataires peuvent être une seule personne. Naturellement, il faut être accompagné pour cela, pour prendre les bonnes options, pour être sensibilisé aux différents cas de figure. Mais il me semble que la jeune génération de dirigeants accepte de se poser la question de manière aussi distante que possible. Mais il faut aussi prévoir en complément l'aménagement des statuts pour qu'on ait une bonne articulation sur la possibilité de convoquer l'Assemblée générale, sur la majorité à atteindre, sur le quorum. Ça, c'est extrêmement important d'avoir ça bien articulé. Ensuite,
il faut envisager d'autres mesures complémentaires. Prenons l'exemple d'une SARL, on peut nommer plusieurs gérants d'une SARL, de sorte que si jamais un gérant est empêché, l'autre gérant peut prendre la suite. On peut envisager aussi, prenons l'exemple d'une SAS, d'un président personne morale qui serait en fait la holding du dirigeant actionnaire majoritaire, et en cas de disparition donc du représentant de cette holding actionnaire majoritaire, cette holding, grâce à ses propres organes de gouvernance, pourrait désigner de manière assez simple, assez rapide, finalement un nouveau dirigeant pour la représenter et pour diriger opérationnellement la structure détenue ou contrôlée par cette holding. Et puis, plus généralement, je crois qu'il faut s'interroger sur ce type de situation dans le cadre plus général d'un plan de continuité qui peut être soit une partie du pacte d'associés de la société, soit un document distinct et qui va mettre à disposition des associés et des autres organes de gouvernance une feuille de route à suivre selon les différents cas qui peuvent se produire. Disparition du dirigeant, incapacité avec possibilité ou impossibilité d'exprimer sa volonté, de sorte que quelque part, ni les héritiers, ni les associés, ni les autres organes de gouvernance se retrouvent démunis face à une situation non anticipée. Le maître mot, en fait, sur ce sujet-là, c'est l'anticipation. Pensez-vous que ce mandat de protection future soit la mesure la plus adaptée pour prévenir la gestion patrimoniale des titres du dirigeant en cas d'empêchement ? C'est naturellement une mesure qui est très utile, qui est adaptée. Elle couvre naturellement qu'un type d'hypothèse, c'est-à-dire vraiment un cas d'empêchement. Elle ne couvre pas la disparition, ce qu'on pourra faire plus aisément avec un mandat à effet posthume. Simplement, il ne faut pas perdre de vue qu'un mandat de protection future ne permet pas au mandataire de prendre la direction et la gestion de la société. En fait, son rôle va s'arrêter à cette limite, et il faut être clair là-dessus, à cette limite de l'administration des titres. Donc en fait, il va pouvoir impulser une convocation d'assemblée générale, des résolutions ou une décision, mais il ne pourra pas rentrer dans la société en qualité de dirigeant. Et c'est vraiment cette frontière qu'il faut bien avoir en tête. Alors peut-être qu'on pourrait imaginer, si le législateur allait en ce sens, qu'un mandataire pourrait prendre la direction de la société, mais à ce moment-là, il faudrait remanier en partie le droit des sociétés, puisque, comme on le disait tout à l'heure, ça se heurte au principe de la souveraineté des assemblées générales. Et donc, voilà, un élément extérieur, s'il n'a pas été validé par l'assemblée générale, ne peut pas prendre automatiquement, parce que le dirigeant empêché ou défunt l'aurait décidé, automatiquement donc la direction de la société. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Angéline. Si vous souhaitez en savoir plus sur les mesures que le dirigeant peut mettre en place pour éviter une carence dans la gestion de son entreprise, consultez notre mémento Société commerciale disponible sur www.efl.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode.